Alors, bonsoir à tous. Je suis Anne-Marie Coustou, référente nationale des Patriotes pour l'agriculture. Et aujourd'hui, nous allons faire une seconde vidéo, donc avec trois éleveurs. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais tout d'abord, rappelons un petit peu. Alors, l'Union européenne accuse les vaches de contribuer au réchauffement climatique. Et elle a programmé l'abattage de troupeaux avec une baisse de 25% du cheptel bovin laitier et de 33% du cheptel bovin pour la viande, soit une baisse de plus de 1,5 million de vaches d'ici à 2050. La Commission européenne a laissé aux États membres le soin de décider par quels moyens ils allaient parvenir à ces résultats, à cette hécatombe, on peut le dire comme ça. Alors nous, les patriotes, nous tenons à défendre nos éleveurs parce qu'ils sont l'avenir de notre souveraineté alimentaire et de l'entretien de notre environnement. Et, euh, et puis tout simplement parce qu'on aime aussi les animaux, et puis parce qu'on aime la bonne viande, et puis voilà, pour tout un tas de raisons. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo sur le sujet comment dire, des conséquences pour les agriculteurs du marché européen de l'électricité, avec un agriculteur qui était impacté par l'explosion de ses factures d'électricité et deux autres qui étaient impactés par des éoliennes qui avaient complètement décimé leurs troupeaux, et il y en a des milliers dans le même cas que lui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre problème et finalement d'une autre manière d'éradiquer les troupeaux. Il s'agit de la tuberculose bovine. La tuberculose bovine a toujours existé à l'état endémique, mais cela ne se voyait que rarement car les vaches avaient une immunité naturelle très développée. Quand une donnait des signes de la maladie, on le découvrait souvent à l'abattoir, ou si on le découvrait avant, eh bien, on isolait la vache malade, la plupart du temps on l'abattait, mais on ne touchait pas au reste du troupeau. Or, depuis 2013, la mycobactérie Mycobacterium bovis est subitement et mystérieusement réapparue en force. Aujourd'hui, on compte environ 81 cas pour toute la France, soit une centaine d'élevages par an. Les principaux foyers étaient d'abord en Normandie et aujourd'hui surtout dans le sud-ouest et dans la partie aquitaine, avec 18 foyers dans les Pyrénées-Atlantiques, principalement au Pays Basque, 8 en Gironde et 15 en Dordogne, et puis aussi en Corse. Alors, précisons qu'en Dordogne, le nombre de foyers est en baisse, puisqu'il était de 21 en 2023 et qui n'est plus aujourd'hui que de 15. Alors, on a commencé à abattre des troupeaux entiers pour une seule vache malade. C'est ce qui s'est passé donc en Normandie, notamment, et cela a suscité une grande émotion. Mais c'est très exactement le 8 octobre 2023 qu'un arrêté a été pris par le pouvoir exécutif pour, disent-ils, assainir un foyer de tuberculose. Et cet arrêté prescrit l'abattage total du troupeau. Cela s'applique quasiment systématiquement, sauf quelques dérogations, mais nous y reviendrons peut-être, pour des troupeaux de plus de 60 bêtes. Alors voilà, j'ai invité ce soir trois paysans résistants, parce que moi j'aime bien les résistants, pour en parler. Amandine, Nicolas et Frédéric. Et je vais leur demander maintenant de se présenter. Allez, celui qui veut commencer le premier. Euh, Amandine, allez, honneur aux femmes. Moi, je suis Amandine Béchat, je suis sur la commune de Saint-Barthélemy de Bellegarde. Et avec mon frère Nicolas, on a un troupeau d'une cinquantaine de bovins. Donc voilà, D'accord. et on a été soumis par les services vétérinaires à l'abattage total du troupeau. Eh bien voilà, on va y revenir. Donc vous êtes en plein cœur du Périgord vert, C'est ça. une région d'élevage où les bêtes sont comment dire, en extérieur et donc dans les meilleures conditions possibles voilà, pour l'immunité du bétail. Ben D'accord. oui, on a un système extensif. Voilà, en extensif en plus. Voilà, super. Et Frédéric? Moi pareil, Périgord vert, Saint-Michel du Double. Là, exceptionnellement, on était arrivé à 56 bovins parce qu'on a eu un incendie sur la ferme l'année dernière.
Donc, on n'avait plus d'eau au niveau de la ferme. Donc, on a été obligé de mettre tous les animaux, même ceux qui étaient bons à vendre, au pâturage, pour l'abandonnement, pour faciliter les travaux. Et donc, au mois de novembre, fin novembre, donc la prophylaxie, et donc un troupeau où la particularité, on n'introduit pas d'animaux extérieurs, on renouvelle que le taureau pour éviter justement les problèmes de maladie qui pourraient arriver. Oui, Frédéric, excusez-moi de vous interrompre, mais on y reviendra tout à l'heure, hein. Mais d'abord, avant de commencer, donc, non, excusez-moi, hein, je suis désolée, avant C'est de parti. commencer là-dessus, Oui. j'aimerais qu'on parle d'un autre éleveur du Périgord vert que vous connaissez bien, Serge Deschamps, parce que ce paysan résistant à qui l'on vient d'enlever une partie de son troupeau, hein, puisque sur les 38 bêtes qu'il avait, il ne lui en reste plus que 14 et qu'elles sont menacées de disparaître elles aussi. Il a un sursis, dirait-on, parce que justement parce qu'il a résisté et parce qu'il y a eu une résistance. Voilà. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous parliez de ce formidable mouvement de résistance qu'il y a eu autour de lui, cette solidarité, je crois, en passant par-dessus les divergences syndicales y compris, et comment vous vous êtes organisé et ce que ça a donné. Voilà. Et après, on reviendra sur vos cas, vous. J'aimerais bien qu'on rende hommage quand même à Serge, Oui, parce que oui, bon, oui, 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 parce tout à que fait. c'est lui le précurseur en la matière, là, pour le coup. voilà. Oui, donc Serge, ben, nous, on s'est rencontrés il y a pas très très longtemps. Il est venu à une de nos réunions qui a été organisée à la commune de Saint-Barthélemy, à la mairie, exactement, en présence du sous-préfet et de quelques autres personnes, services vétérinaires et autres. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir ce jour-là parce qu'on était dans la mairie. On s'est rencontrés après quand on a été sur sa ferme, le jour où ils ont essayé d'embarquer les animaux. Donc, je crois que c'était le 23 mai exactement. Ils ont essayé d'embarquer de force. Il y avait un dispositif vraiment incroyable pour un pauvre éleveur, un pauvre petit éleveur qui essayait de sauver ses bêtes. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai Tu que peux nous raconter ça, parce que quand même, c'est important que nos auditeurs sachent comment les autorités se comportent là vis-à-vis de nos paysans quand même. ben, il y Qui? a quand même un dispositif énorme au niveau gendarmerie. Il y a beaucoup 30 gendarmes. 30 gendarmes. Il y avait quand même des agents, je crois, de L'OFB. l'OFB. Oui, Et donc, il y avait quand même des barrages de gendarmerie pour arriver à rentrer dans sa ferme. C'était très compliqué, hein. Même, oui, 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 même oui. les journalistes ont eu beaucoup de mal. Ils ont été arrêtés à l'entrée du village, hein. Donc, c'est très, très compliqué, hein. Ça a été très, très compliqué. Et je pense que heureusement qu'il y avait de la solidarité autour de l'exploitation là-bas Oui, et que la Confédération paysanne était présente. Il avait des amis de la Confédération paysanne présente et d'autres amis non syndiqués, etc. Là-bas, voilà, il y a beaucoup de gens, même non syndiqués, hein. Donc, tout c'est à vrai que fait. la conf a fait un gros travail là-bas au niveau soutien. Mais après, bon, ben voilà, hein, chaque personne n'est pas forcément dans un syndicat. Voilà, hein. Bien sûr, Mais bien sûr. c'était quand même une très belle solidarité autour de Serge, hein. Quand ils ont créé la VAD et tout, c'était quand même Alors, impressionnant. explique-nous ce que c'est la VAD. Eh bien, c'est vache à défendre. En fait, ça veut dire vache à Oui, défendre. Donc là, voilà. il y a beaucoup de gens qui se sont associés pour créer la VAD. Ils ont fait comme un petit campement. Et voilà, pour essayer de soutenir Serge. C'était vraiment un soutien à Serge, quoi, parce que c'est très difficile pour un paysan de perdre toutes ses bêtes comme ça, hein, sur une C'est décision. horrible. C'est pas, c'est plus que difficile. C'est Et horrible, quoi. voilà, C'est c'est le travail de génération sur la ferme. et Oui, et puis Serge, c'est vrai qu'en plus, c'est le travail. Il y avait les vaches qu'il a héritées de sa maman, la génétique, des génétiques anciennes. Donc, c'est très compliqué pour lui de laisser tout partir, comme pour nous d'ailleurs, hein, parce qu'on Bien est tous sûr. dans le même cas. Mais voilà, hein, et oui, il y a une très belle solidarité qui s'est montée. Nous, il y a eu beaucoup de gens qui ont sympathisé avec lui parce que c'est vraiment la personne qui tient bon face à tous ces services, type service vétérinaire, préfecture, qui vous mettent un peu le couteau sous la gorge, quoi, en vous disant, il faut absolument faire partir les animaux au plus vite parce que vous allez contaminer la faune sauvage et même vous allez vous contaminer vous-même. Donc, il y a Oui, une pression terrible derrière, hein.
C'est ça. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une culpabilisation horrible. Et il y avait même le préfet, je crois, ou le sous-préfet. Et il y avait On prend beaucoup. Oui. et le maire, il y avait même le maire, il y avait 5 agents du maquignon de l'abattoir, ou je ne sais Oui, plus, oui, oui. 8 agents des services vétérinaires, 2 agents de l'OFB, enfin une quarantaine de personnes. Et tout Oui. était bouché, toutes les issues étaient bouchées. Ah, Et tout il y avait était. même un drone, je Ouais, un crois. drone, oui. Oui, drone, il y avait des hélicoptères aussi. Hélicoptère, des gendarmes Drones, avec des chiens aussi. À un des moment. gendarmes avec des Ouais. chiens. Oui. Impossible. Des chiens, ça c'était peut-être justement, pour les vadistes. Oui, Voilà, Parce exactement. qu'on les a dispersés, non? C'est pas ça? Oui, oui. Oui, en gros, on a traité Serge et tous ces gens comme de dangereux terroristes, quoi. bah oui, même pire en fait. On est Mm. traité, Serge est comme tout un verre et on est traité pire que des terroristes en fait. Oui, oui, Il y a- mais pour les oui, parce terroristes, que il n'y a pas autant de dispositifs de sécurité. Surtout qu'en plus, Serge n'a fait aucune, ne les a pas empêchés. mais bien sûr, Il ne les a pas aidés, quoi. Il n'y a pas eu d'obstruction de sa bien part. Donc, sûr, c'est bien ça. sûr, c'est ça, c'est ça. C'est juste qu'ils Et n'ont pas réussi. ils lui ont même demandé de coopérer, je crois, et Voilà. bon, parce il a refusé, mais enfin quand même, déjà on lui enlève son troupeau, mais en plus on lui demande de collaborer à cet acte-là qui est C'est ça, oui. En fait, scandaleux. il pousse le C'est bouchon quand jusqu'à même, demander à l'éleveur d'aller charger ses propres animaux oui, à l'abattoir. non mais c'est fou, quoi, c'est C'est fou. terrible. Ah oui, non, quand il m'a raconté ça, je n'en revenais pas, quoi. Mais oui, c'est ça. Quand on compare à d'autres situations où il n'y a pas tout ce dispositif, on peut effectivement se poser des questions, hein, c'est sûr. Alors, oui, par contre, la solidarité, on ne l'a pas trop vue de la part des directions syndicales, là, hein. Il me semble bien que la coordination rurale, donc, dans laquelle on avait pourtant placé des espoirs, ça n'est un peu lavé les mains, quoi, hein. Il y a eu un discours très fuyant, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Bon, enfin bref, je ne vais pas vous demander. Alors, je précise pour nos auditeurs que tout ce que je peux dire, soit sur des syndicats, soit de politique, n'engage que les patriotes et n'engage absolument pas mes invités qui sont là pour témoigner. Et donc, je vous mets à l'aise, quoi, ça ne vous engage pas du tout. Voilà. Alors, est-ce que, bon, on a raconté l'enlèvement du troupeau, je crois que c'est quand même, bon, assez frappant pour que les gens comprennent ce qui se passe et les drames qui se déroulent aujourd'hui contre les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas que ceux dont le troupeau est victime d'une bactérie ou d'un virus qui sont attaqués. Il y en a plein d'autres pour des raisons diverses et variées, mais on ne va pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps. Alors, maintenant, on va en arriver à votre cas, à vous. Est-ce que vous pouvez raconter un peu rapidement, mais chronologiquement, comment se sont déroulés les faits? Qui veut commencer? Je vais commencer. Allez, Frédéric. Oui, parce que tu avais Ok. commencé On déjà va tout à faire. l'heure, donc tu peux Donc, continuer. Tu peux reprendre à zéro, excuse-moi. voilà, donc au mois de novembre, donc on a fait rentrer tous les animaux. Fin novembre, on a eu la prophylaxie. Donc ces animaux où il n'y a pas d'entrée extérieure, mis à part le taureau, où ça fait 4 5 ans qu'il est déjà présent. Aucune réaction, on n'avait aucune réaction à la tuberculose bovine, on n'avait que de la tuile aviaire, qui est très fréquent dans les élevages et absolument pas dangereuse. Et là, donc, cette année, six bovins ont réagi à la tuile bovine. Non, même sept avaient réagi à l'intradermite comparative. Et une a été écartée par la prise de sang, donc l'interféron. Les 6 autres avaient été déclarés positives à l'interféron. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, ou l'un de vous trois, justement ces deux tests, là, le test sous-cutané et le Le, test, la le, prise de sang, là, à le, quel moment ils interviennent, quelle différence il y a entre les deux? le test sous-cutané il se fait en 2 fois. On injecte de la tuberculine aviaire et on fait une deuxième injection de tuberculose bovine à 2 endroits différents qu'on repère. Et en fait, on mesure en fait le niveau de réaction cutanée qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc c'est un D'accord, test qui est très rapide à faire. Généralement, ça se fait en quelques secondes, hein. Par d'accord. rapport à la prise de sang qui est un petit peu plus Et ça, coûteuse. pardon de te couper, mais ça se fait tous les ans, régulièrement, c'est ça? Tous les ans, régulièrement, tous les ans, ça se fait. Voilà, Voilà. la Donc, sous-cutanée, d'accord. Et voilà. donc l'autre?
Et l'autre, elle se fait pour confirmer si on a vraiment la présence de la mycobactérie, si on la retrouve dans les analyses des prises de sang. D'accord, très bien. Voilà. Bon. Et alors, dans ton cas précis, donc ça s'est passé comment? Ils ont retrouvé sur 6, 7 vaches avec la sous-cutanée, Euh, l'intradermique, là. oui, voilà. Donc sur 7, il y en a une, sur les 7, il y en a une où à la prise de sang, elle était déclarée négative à la tuberculose bovine. En fait, c'était une réaction à la via. Voilà. Donc ces 6 animaux ont été abattus, sont partis tous le même jour Voilà, à l'abattoir. pour un abattage diagnostic. Après, on a eu les résultats pour une vache. Alors là, ça a été le grand mélange parce que il y a une vache qui a été saisie, on nous a dit c'est la catastrophe, ça y est, c'est la tuberculose bovine. En Mais fait, excuse-moi de te couper à nouveau, mais il me semble que déjà le vétérinaire de l'abattoir, il examine les carcasses, non? Avant même de... Non? oui, oui, ils examinent les carcasses. Et c'est là qu'il a trouvé ça. Alors non, en fait, il y en a une qui n'avait pas caillé, la viande n'avait pas caillé, donc elle a été saisie. Elle a été. Elle a été saisie parce que la viande n'avait pas caillé dans le Hmm. bas. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, D'accord. Mais c'est fréquent, ouais. c'est fréquent. C'est fréquent sur des bovins qui sont pas engraissés, par exemple, ou Ouais. des choses comme ça. Ah, d'accord, C'est parce qu'on d'accord. veut faire abattre des bovins qui sont pas forcément en état d'être abattus, en fait. Eh oui, j'ai bien compris. Ouais. Mais je veux que nos auditeurs le comprennent aussi. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions pour détailler un petit peu les étapes et après on en arrivera à voir pourquoi il y en a tellement qui sont diagnostiqués. Et donc, la suite? Et donc la suite, donc il y avait sur le compte rendu également, bon, ils avaient noté quelques présences de lésions évocatrices de tuberculose sur les parties respiratoires. Et donc moi j'avais appelé l'abattoir pour demander des nouvelles des 5 autres bovins. Euh, Là, les services vétérinaires de l'abattoir me disent par téléphone qu'ils n'avaient pas trouvé de lésions. Et Donc voilà. C'est comme pour Serge, quoi. Voilà, ça, voilà. c'est pareil. Mais, D'accord. mais donc, un petit moment après, la DSV m'envoie un courrier parce que j'avais fait une demande de dérogation à l'abattage total. Et en réponse à ce courrier, comme j'avais 6 animaux positifs, je ne pouvais pas prétendre à ce protocole. Donc, moi, j'aurais dit, c'est bien, mais il faudrait quand même que j'ai les résultats des 6 animaux. Donc, j'ai eu les résultats des 6 animaux après cette lettre me disant que je ne pouvais pas prétendre à l'abattage sélectif. D'accord. Donc, de là, bon, ils sont revenus un petit peu sur leur décision, voyant que, bon, ils avaient pas fait une erreur en ne donnant pas les résultats. Oui. Bon, on parle, eux ont trouvé, alors eux avaient trouvé des lésions. Bon, ce qui est bizarre parce que les services de l'abattoir, n'en Avait avaient- dit qu'il n'y en avait pas. Voilà. voilà. Donc, Alors, on va voir le cas d'Amandine parce que après, on va pouvoir généraliser sur justement cette espèce de décalage qu'il y a entre les résultats trouvés à l'abattoir sur les carcasses et les résultats des tests. Donc, on va voir rapidement parce que votre cas, je pense qu'il est à peu près similaire. Il n'y a que la date qui doit changer. C'est ça? C'est pareil, c'est pareil. Nous, on a fait la prophylaxie en janvier, fin janvier, c'est ça le. Et donc, on a été, suite à la prophylaxie, nous, on a 14 vaches qui ont réagi à l'intradermo. Mhm. Alors, ce qu'on a trouvé très suspicieux, parce que elles ont réagi à l'intradermo, bon, bovine, mais pas à la aviaire. Et d'habitude, ben, comme Fred, d'habitude, on a des bovins qui réagissent à la tube aviaire. On a tous les ans à peu près une quinzaine de bovins qui réagissent à la aviaire, mais pas à la bovine. Et là, ben, cette année, malheureusement, ça a été l'effet inverse. Du coup, on a trouvé ça très suspicieux. Nous, on s'était même posé des questions sur le fait que, voilà, il n'y a pas eu un intercalage des flacons, parce qu'on s'est dit quand même, c'est quand même bizarre. Et mais bon, donc après, donc à partir de ce moment-là, le lendemain, vous êtes appelé par les services vétérinaires, hein. On vous dit, de toute façon, il y a 14 bovins, il faut déjà commencer par éliminer ces 14 bovins-là. Vous devez éliminer de votre troupeau ces 14 bovins. Donc moi, j'ai dit, ben non, c'est des vaches, elles sont gestantes, voilà. Plus, J'en ai en qui plus. nourrissent leurs petits veaux, donc voilà, c'était pas possible. Donc ben, il s'est passé quoi? Une huitaine de jours, on a essayé de négocier avec eux.
Il s'est passé une huitaine de jours. J'ai une de mes vaches de 22 ans qui faisait partie des positives qui est morte suite après les injections. Et du coup, comme j'arrivais pas à obtenir, j'ai demandé un Oui, retest. elle est morte après les injections en Oui, plus. une huitaine de jours après les injections, elle est morte. Et, et du coup, en fait, j'ai demandé, donc moi j'avais demandé pour ces 14 bovins de faire un retest, pouvoir les retester par prise de Et sang, oui, c'est etc. ce qu'a demandé Serge aussi. Voilà. Voilà, ce que tous les éleveurs demandent d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est normal Et quand même. bien évidemment, ça ne nous a pas été accordé tout de suite. Donc, quand la vache est décédée, donc les services vétérinaires nous ont dit, comme on n'a pas de prélèvement, vous nous amenez cette vache au laboratoire de Coulommiers-Chamiers. Donc, du coup, il a fallu charger la vache dans la benne et on l'a amenée en tracteur au laboratoire de Coulommiers-Chamiers pour qu'ils fassent des échantillons, pour qu'ils prennent des échantillons et qu'ils autopsient cette bête. Donc voilà. Et Et, donc le monsieur qui a autopsié la bête me dit non, non, il n'y a pas de trace de tuberculose, voilà, ça partira en analyse, mais il n'y a pas de trace de tuberculose sur la carcasse. Mais sauf que 48 heures après, je suis appelée par les services vétérinaires ben voilà, qui me disent que la vache, elle est positive, à la PCR est positive, donc voilà. comme Serge. Exactement, voilà. Comme Serge. Et puis moi, j'ai lu des articles sur ce qui s'était passé en Normandie. En Normandie, c'est pareil. Et mais c'est un peu plus vieux, puisque maintenant, ils n'ont plus rien, évidemment. S'ils ont abattu tous les troupeaux, c'est sûr que maintenant, ils n'ont plus. Et du coup, les vétérinaires reconnaissaient que les tests n'étaient pas fiables et Voilà, c'est ça. qu'ils pouvaient générer des faux positifs et que ça arrivait même très, très souvent, en fait, pratiquement la moitié des cas. C'est Donc ça. voilà, pour des faux positifs, c'est-à-dire que la vache est décrétée malade, alors qu'en fait, elle a peut-être été en contact avec c'est pas une bactérie, là, c'est un bacille, je sais plus. Elle a peut-être été en contact, mais son immunité naturelle a fait que elle a combattu la maladie, ben, comme on doit le faire nous aussi, on doit être en contact avec plein de maladies. Et c'est pour ça que les vétérinaires retrouvent sous la peau, je crois, des lésions, mais qui sont enquistées et dont le liquide, le sérum, ne peut pas contaminer la viande. Mm. Est-ce que, Oui. est-ce que vous aussi, vous avez entendu parler de ça ou est-ce Oui, on que... en a entendu Oui. parler, mais le problème, c'est qu'au niveau des résultats, on n'a pas ces points-là Non, de précision non. concernant ça. Concernant le fait que les Mais, tests ne sont pas fiables. non, non, concernant les lésions, si elles sont enquistées ou pas. Voilà. Nous, on n'a pas sous ces détails-là. En fait, Oui, sur les derniers bovins, nous, qu'on a fait partir, parce qu'on en a fait partir 3 autres par la suite, donc moi, nous, on a été les voir carrément à l'abattoir. Donc, sur les carcasses, il n'y a aucune trace. La première, on n'avait pas été voir, donc on avait appelé l'abattoir. L'abattoir nous certifie qu'il n'y a aucune trace. Les deux autres, on y a été pour être bien sûr, parce que moi, après le premier bovin donc, qu'on a envoyé à l'abattoir, il faut savoir que la DSV m'a appelé 48 heures plus tard pour me dire qu'il y avait des traces de lésions et qu'elle était tuberculeuse. Donc nous, oui, quand on a fait partir 2 bovins supplémentaires dans le taureau, on a décidé d'aller à l'abattoir pour vérifier de nos yeux, de oui, bien voir les oui, carcasses. ben, c'est Et normal. donc, il y avait les services vétérinaires qui étaient présents, donc ils nous ont bien certifié qu'il n'y avait aucune lésion sur les carcasses. Mais voilà. Alors après, on nous a dit, par contre, ce qu'ils recherchent, c'est dans les ganglions. Donc en fait, ils récupèrent les ganglions des animaux, ils dissèquent les ganglions des animaux et ça part en analyse. Et c'est là qu'apparemment, il y aurait des Oui, micro-lésions vues au oui. microscope. C'est biaisé, quoi. C'est biaisé tout ça. Parce que Voilà. si on va rechercher juste l'endroit où, bon, enfin, moi, je ne veux pas faire de commentaires, je ne suis Eh pas oui. spécialiste, mais apparemment, il y a beaucoup de gens dont les témoignages concordent pour dire ça, quoi. Et Et en plus, il y a eu un autre fait, moi, qui me surprend beaucoup, c'est que la viande de ces vaches, en fait, elle est mise dans le circuit commercial. Ben, À part, exactement. à part les abats, à part les abats qui Ouais, sont, à là-bas, ouais. part les abats, oui. voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viande n'est pas contaminée. Ben oui. Non, Ben, c'est pour Et ça. donc, elle n'est pas dangereuse. Ben oui, non. ils nous disent qu'il y a un risque sanitaire de contaminer la faune sauvage, de contaminer les gens. Et en fait, ils revendent la viande derrière. Donc c'est ça Voilà. qui est invraisemblable. Mais ça, c'est un discours nouveau. C'est ce que Non. j'expliquais dans mon introduction, là. Comme on veut détruire les troupeaux, là, eh bien, il y a un nouveau discours pour dire la tuberculose devient contaminante. Il parle de zoonose ou je ne sais pas quoi. Oui, Donc, oui. que ça deviendrait contaminant. Mais quand on lit les textes, on se rend compte qu'ils disent quand même, mais tout le monde ne lit pas les textes, alors les gens, on leur fait peur. Ils disent quand même que c'est très, très rare que ça soit contaminant et que ce n'est jamais mortel. Oui. Voilà.
Et donc c'est quand même curieux il n'y ait pas un principe de précaution. Si vraiment ils pensent que c'est contaminant, ben dans ce cas, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un principe de précaution, c'est-à-dire qu'on exige comment dire, de faire des tests complémentaires régulièrement sur les bêtes? Oui, ou qu'on vous dise d'utiliser du matériel de protection. Enfin, quand on a les personnes qui viennent, on n'a pas l'impression d'être dans un environnement particulièrement dangereux parce que ils rentrent avec les bêtes, ils sont Bah oui. devant au contact des animaux. Vous voulez dire quoi, les vétérinaires, les Les Mais, administrateurs, vétérinaires, même tous les intervenants, oui, tous oui. les tous les intervenants. intervenants, oui, oui, Oui. oui, oui. Oui, bon, il y a de quoi se poser des questions, On vous effectivement. laisse sous-entendre que si votre chien s'approche trop près des vaches, Faudrait faudrait le- le tuer Il aussi. faudrait l'euthanasier. Oui, mais c'est ça, mais je crois, oui, ouais, oui. Je crois qu'à Serge, ils lui ont fait abattre des chiens, il me semblait, l'an dernier. Je L'an pense dernier. ils les ont récupérés. Je crois qu'ils les ont amenés à la SPA ou un truc comme ça, je crois, Oui, il me d'accord. semble. Ouais. D'accord. Oui, Parce qu'il avait trop de chiens. Bon. ben, c'est surtout que s'il y a une intervention du service vétérinaire, d'avoir quatre cinq chiens qui te niaquent les mollets, Voilà. c'est pas terrible. De peur. Et oui, ah, s'ils sont comme ça, oui, d'accord. Ouais. Bon. Bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais oui, en plus, c'est vrai qu'ils entretiennent dans la population une espèce de peur. Parce que moi, j'ai regardé un petit peu les journaux, là, j'ai regardé les articles dans Sud-Ouest, dans Ici Périgord, et chaque fois, ils parlent mais j'ai vu ça pour Serge, hein, parce que pour vous, je n'ai pas vu. J'ai vu, ils disent, on a dû faire abattre le troupeau parce que son troupeau était infecté. Voilà. Alors, les Oui, gens, quand ils lisent ça, ils voient troupeau infecté, automatiquement, ils se disent, ah ouais, oui, il y a un danger quand même, parce que la Voilà. tuberculose, ça fait peur quand même. Voilà, Oui, c'est le but en fait. Ils font peur aux gens en fait. Ils disent que le troupeau est infecté, ça risque de contaminer d'autres troupeaux aux alentours, de contaminer les gens. voilà, En fait, ils font. c'est ça. Et c'est ça, et du coup, ça fait que le but, c'est aussi qu'il n'y ait pas de solidarité. oui. Et Parce voilà, que c'est. Ouais. quelque part, si les gens comprenaient que bon, les troupeaux ne sont pas forcément infectés, mais que bon, voilà, ben, je pense qu'il y aurait peut-être davantage de solidarité, non? Enfin, je ne sais pas, il me semble. Oui, je pense Mais que là, chez vous, vous avez eu la chance qu'il y en ait, mais ce n'est pas le cas partout quand même. Mais parce que nous, on se connaît aussi. C'est ça aussi. C'est parce que la solidarité, c'est parce on se connaît depuis longtemps. Et Après, oui, Oui, parce c'est pas forcément facile. que Les éleveurs ne veulent pas trop non plus. Je pense qu'ils ont peur d'avoir des représailles après des services vétérinaires c'est derrière. ça. Et voilà, c'est ça. Mais c'est la terreur, quoi, en fait, hein. Oui. C'est la terreur, ni Nous, plus on ni sait très moins. bien qu'on se bat, mais on s'attend d'avoir des Voilà. représailles après. Et C'est oui, 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 je sais, ouais. Mais c'est pour ça que je dis, vous êtes des résistants, vous êtes vraiment des courageux. Et vraiment, je vous rends hommage parce que si tous les paysans étaient comme vous, mais je pense, et si toute la population était solidaire, bon, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Bon, alors, j'avais prévu de vous demander aussi comment se passe la transmission de la maladie aux animaux. Parce que, bon, Frédéric nous a expliqué que pour ces vaches, en fait, il y a pas de, comment dire, il y a rien qui entre qui peut les contaminer. C'est ça? Est-ce que vous pourriez m'expliquer là? Comment les animaux peuvent théoriquement attraper cette maladie? Parce que moi, alors, ce que j'ai lu, oui, alors c'est ça le problème parce que bon, ils se disent spécialistes dans ce domaine, mais ils n'arrivent pas à nous expliquer clairement. Alors ça serait un petit peu les eaux où les vaches vont boire, mais bon. Il n'y a pas que les vaches qui vont boire parce qu'on cible principalement le blaireau. Mm. Alors que les oui, arrêtés préfectoraux en Dordogne sont très précis. On parle bien sûr du blaireau, mais on parle du sanglier, on parle du cervidé. c'est ça. Voilà. Alors, les services de la préfecture sont très prudents. Ils englobent beaucoup d'animaux en disant, nous, on ne veut pas prendre la Mm. responsabilité. S'il y a des sangliers infectés, si on les laisse se balader, nous, on a un arrêté préfectoral. Et les services de la DSV disent non, c'est le blaireau, parce que lui, le blaireau, il va boire. Moi, j'ai le cas, j'ai une mare où j'ai un terrier de blaireau. Cette mare est clôturée, les vaches n'y vont pas boire. Bon, D'accord. Donc, pas- ça ne peut pas être par le fait qu'elles aient bu de l'eau contaminée par des blaireaux. non, je vois très mal un blaireau Bon, taper 500 mètres à travers champs au milieu des vaches pour aller boire dans une autre mare. Mm.
Mais vous n'avez pas l'habitude de faire rentrer des cerfs dans votre élevage non plus, je pense. Non, Ou mais des bon, sangliers. les cerfs rentrent naturellement. Les sangliers sur les prairies pâturées, ben, ils adorent ça parce que ben, c'est plus riche en vers de terre. Et quand on fait des demandes débattues, ben, les demandes débattues elles ont lieu sur d'autres secteurs que ceux qui sont concernés. D'accord. Non, mais Ah oui, la totale, quoi. Voilà. oui. Et ce qu'on s'est rendu compte en discutant un petit peu avec les services de l'État et de la préfecture, c'est que là, on est dans le domaine de santé publique dès que ça touche le troupeau. Quand on leur explique qu'on a un risque d'explosion de ce réservoir de pathogènes dans l'espace sauvage, alors là, on nous dit c'est à nous d'appeler les services Ouais. de l'État, la direction départementale des territoires, pour organiser des battues par rapport à ces problématiques-là. Donc là, on se rend compte qu'en Dordogne, on met rien en place. On est conscient Oui, que la maladie vient de l'extérieur, mais on met rien en place pour lutter contre. Voilà. On fait on rien. tourne en rond, on tourne en rond. Oui, Voilà. Nicolas? Oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, on fait rien pour l'arrêter. En fait, on se demande même Oui, si, si ça les oui. arrange pas de le laisser courir, quoi. Bon, oui, donc, Non, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'ils mettent. On sait que ça pourrait venir de la faune sauvage. oui. En fait, après, c'est à l'éleveur de faire les démarches pour pouvoir presque réguler la faune sauvage. En fait, les services de l'État savent d'où vient à peu près le problème, mais ne font rien en conséquence pour le régler, en fait. Ben oui, alors que quand même les battues administratives, c'est pas quand même quelque chose d'hyper compliqué. Bon, je sais bien qu'il y a les vers qui en font toute une maladie chaque fois qu'il y a une battue administrative, mais bon, pour un cas comme ça, qui est quand même soi-disant un cas de tuberculose avec un foyer, soi-disant avéré, etc., on pourrait quand même faire une battue. Parce que j'ai vu qu'en Normandie, ils avaient piégé les blaireaux. Oui, mais nous aussi. Alors nous, on a eu un arrêté préfectoral aussi sur 3 communes. Donc il y avait un pauvre loutier qui était tout seul donc chez moi pour faire 2 communes. D'accord. Et, à titre de comparaison, les chasseurs, on a sur les 2 communes, on a à peu près 4 équipes de chasse. Donc là, on a mis un pauvre gars pendant un mois à Ouais. tourner tous Oui, les oui, jours avec sa voiture. oui, vous pouvez rien faire, quoi. Bon, Non, mais bon, le D'accord. brave, il a fait ce qu'il a pu, mais Oui. Oui. le moment, Non, oui, mais au pire, on pourrait peut-être analyser l'eau des étangs, des mares ou des cours d'eau, ça n'a puisque pas été fait. non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Au ça niveau coûte trop enquête, cher. au niveau, ah ben non, mais Mais non, au Ils ne niveau, cherchent pas. au niveau enquête épidémiologique, nous, ils n'ont toujours pas trouvé d'où venait la Non, source. c'est toujours pas Ben du voilà, Toujours pas d'où ça vient. mais Et, c'est ça. et nous, on a essayé de leur faire comprendre qu'il y avait aussi le renard parce que nous, c'est l'animal qui vient le plus proche renard et le sanglier. des vaches, voilà, ce sont les renards et les sangliers. Et nous, quand ils sont arrivés sur la ferme, ils voulaient absolument que ce soit le blaireau qui est contaminé. Mais j'ai dit, sur le secteur, nous, on n'en a pas des blaireaux. Parce qu'on sait que le sanglier est porteur de tubes, mais ils nous ont dit que le sanglier était porteur, Non, mais mais pas il excréteur. n'était pas excréteur. Donc, Nous, ça, Il on est était porteur, mais qui n'était pas excréteur. il n'excrétait plus. excréteur. Ah, ah Ça, bon, ce que nous, on ne croit pas du tout, sachant que Crois c'est pas. quand même l'animal qui est le plus en contact avec Voilà. les bovins. oui, d'accord, ouais. À d'accord. titre Bon, d'information, sur le secteur proche de Saint-Olé, il y a un parc à sangliers, il y avait 180. Frédéric, tu peux te rapprocher un peu d'Amandine là, parce que tu Oui, sors du cadre. oui, c'est vrai. Merci. Donc, il y avait un parc de 180 sangliers qui ont été abattus à cause de la tuberculose bovine. Ils avaient attrapé la D'accord. tuberculose bovine. Donc, si c'est pas dangereux, Donc, pourquoi? si c'est pas dangereux, pourquoi on les a abattus? Voilà. Oui. Ça, on... Oui, il y a des incohérences qu'on aura du mal à expliquer, quoi, hein. Bon, on a vu ça. Alors, euh, on a vu bon que les tests n'étaient pas fiables. Bon, les conditions dans lesquelles vous élevez vos vaches là tous, en fait, ce sont des conditions optimales pour qu'elles acquièrent une immunité forte contre la maladie. Donc, évidemment, dans un élevage industriel, c'est sûr qu'elles sont confinées, serrées les unes contre les autres. Elles respirent le même air, donc il y en a une malade, toutes elles tombent malades. On nous dit bien que bon, elles sont testées avant de rentrer dans les élevages industriels, mais vu que les tests ne sont pas fiables, bon, voilà.
Ouais. Elles sont testées elles sont testées si elles ne naissent pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est naisseur engraisseur, si l'animal naît sur la même exploitation et qu'il est engraissé sur la même exploitation, si ces animaux ne sortent pas des bâtiments, il n'y a plus de test qui est réalisé hein, sur ces animaux-là, puisque la Voilà, tuberculose, elle est cherchée que dans les que dans les élevages où ça en est un extensif, hein, où les animaux voilà. sont dehors. Hein. Sinon, enfin, les élevages industriels, c'est pas recherché, hein. Hmm, Les engraisseurs d'accord. n'ont pas de test. D'accord. Ah oui. Alors en plus, il y a des mesures de faveur pour les élevages industriels, mais il n'y a pas de prophylaxie. Et alors que par contre, pour les petits éleveurs, il y en a. Ben oui. Ouais. Et oui, mais c'est à se demander si ce n'est pas le modèle qu'on nous propose quoi, hein, pour l'avenir Mais des élevages. Parce qu'en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait un élevage industriel qui était en train de s'installer pas très loin. Là, vous pourriez m'en parler de ça? à Limoges. Oui, on a entendu parler. Ouais, Il y a un élevage de 2000 2000 bovins bovins. en engraissement, oui. Je crois que c'est sur Périllac, je crois. Il me semble que c'est Limoges par là. Ouais. Ils veulent monter, D'accord, je crois, ils veulent monter jusqu'à 4000 bovins. Mm. À terme, ils veulent faire naisseur, engraisseur. Voilà. d'accord. Donc, Ah oui, mais des gros élevages industriels, quoi. oui, ceci explique peut-être cela. Peut-être que Et, Ben, avant de procéder à cet élargissement, peut-être que les petits élevages sont indésirables. Bon, ben, c'est là qu'il est très important de résister et de... Ben, oui, 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 oui. Bon, alors, donc ça, on en a parlé. Excusez-moi parce que je m'étais noté des questions à vous poser. Euh, Oui, on ne peut pas s'empêcher de voir une corrélation entre l'installation de cette ferme industrielle bon, et la différence, une ferme des 1000 vaches, là, ou 2000 ou 4000, et puis les abattages de troupeaux qui sont perpétrés dans la région. Et comme par hasard, dans une région qui était quand même parmi les régions où il y a l'élevage traditionnel, les exploitations familiales, quoi. Parce que nous, aux Patriotes, on est très attachés aux exploitations familiales. C'est ce qu'on a mis dans notre programme. Et ben, on aimerait bien sortir de l'Union européenne avant qu'on ait tué toutes les exploitations familiales quand même, hein. Euh, Là-dessus se greffe le rôle de la presse et des médias qui font peur à la fois aux consommateurs et aux voisins, aux éleveurs voisins qui ont peur que leurs troupeaux soient contaminés. Bon, alors oui, j'ai entendu dire que au Pays Basque, où pourtant le foyer de tuberculose est plus important puisqu'il y en a 18, alors qu'en Dordogne, il n'y en a que 12, enfin maintenant 15. En fait, il n'y a pas eu d'enlèvement de troupeaux. Il n'y en a pas eu. Alors, on s'est posé la question. Moi, j'ai un petit peu approfondi et apparemment, il y aurait différentes raisons à cela. Est-ce que vous en avez entendu parler? oui, un petit peu. Alors, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, elle n'a pas fait beaucoup de communiqués là-dessus. Ça a été des communiqués vraiment ciblés sur les éleveurs pour leur en informer en leur disant que voilà, s'ils ne voulaient pas faire d'abattage total, ils ne le feraient pas. D'accord. Donc, pour eux, on fait comment dire, tant mieux pour eux, hein, ce n'est pas que je regrette qu'il n'ait pas eu d'abattage, bien au contraire. Mais donc, il y a eu des dérogations, et beaucoup Oui, de dérogations. il y a eu- Apparemment, il semblerait que, vous savez, dans le Pays basque, il y a les nationalistes basques, là, les abertzale, qui ne sont pas très commodes et que la préfecture n'a pas trop envie de s'y frotter. Voilà, d'entrer dans les exploitations où ils risqueraient d'être mal reçus. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est il y a quand même une cohésion sociale entre les gens. Par exemple, quand il y a eu la FCO, alors la FCO, pour nos auditeurs, je précise, c'est la fièvre catarrhale ovine parce qu'ils ont beaucoup de brebis. Eh bien, il y avait des troupeaux qui avaient été décimés, mais alors là, vraiment décimés. Ils étaient très malades et les bêtes mouraient. Eh bien, le syndicat local avait organisé une solidarité, c'est-à-dire que des éleveurs dont les troupeaux étaient indemnes et qui n'avaient pas eu de soucis, donné carrément, ils faisaient cadeau de brebis aux éleveurs dont les brebis étaient mortes. Et donc, il y avait une espèce de solidarité parce que le syndicat avait organisé cela, quoi.
Voilà. Donc ça, c'est quand même une idée aussi. Et moi, je déplore que nos syndicats soient vraiment très, très en dessous, parce qu'on est quand même en droit d'attendre d'eux cette solidarité, d'organiser des choses comme ça, de défendre les éleveurs, parce que ces éleveurs, ils sont quand même en détresse, quoi. Enfin, je veux dire, c'est gravissime. C'est pas comme une ferme industrielle. Un éleveur, vous le savez, un éleveur comme ça qui est dans une ferme familiale, souvent l'exploitation, elle est là depuis des générations. On est attaché, on aime les vaches en plus. Hein, c'est pas pareil que dans une ferme industrielle. On est attaché aux vaches et tout ça. Donc, je ne comprends pas comment les syndicats voilà, ne vous défendent pas. Bon, c'est quelque chose que je voulais dire. Voilà, c'est fait. Bon. Alors, avant-dernier point que je voulais voir, mais qui peut expliquer bien des choses, c'est que, il me semble qu'Amandine, je t'ai entendu en parler dans une vidéo, et du coup, j'ai un petit peu approfondi la chose, c'est que pour pouvoir exporter, un pays doit être déclaré, doit avoir le statut indemne de tuberculose. Voilà. C'est bien toi qui en parlais, je crois. Voilà. Donc, la France a ce statut depuis 2001 avec Oui. un taux d'incidence de 0,05%, soit une centaine d'élevages touchés par an. Voilà. Et la France, donc, craint de perdre ce statut à cause de l'exportation, parce que, comme chaque année, il y a entre 4 000 et 5 000 élevages qui disparaissent, c'est énorme. Là, j'aimerais que nos auditeurs comprennent ce que ça veut dire. Chaque année, entre 4 000 et 5 000 élevages qui disparaissent, quoi. Là, je crois que vraiment, si on ne se bouge pas maintenant, d'ici quelques années, ça va être gravissime. Donc, ils ont peur que cette perte chaque année finisse par amener la France à avoir un taux d'incidence à 0,1%, auquel cas elle perdrait son statut indemne de tuberculose. Voilà. Alors, je crois que, bon, il va falloir en parler de tout ça, parce que, bon, j'en parlerai dans la conclusion, là, mais d'abord, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce que vous réclamez, quoi. Qu'est-ce que vous réclamez? Vous n'êtes pas de dangereux terroristes, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Vous êtes d'honnêtes éleveurs qui ne demandent qu'à vivre en paix et à élever leurs troupeaux tranquillement et à nous nourrir, nous, enfin vous et nous, consommateurs, avec de la bonne viande, ce que vous avez. Donc, quelle demande faites-vous aux autorités, là, maintenant? Ben là, aux autorités, clairement, on ne peut pas continuer cette méthode-là d'abattage, on va dire. Bon, on emploie le terme d'assainissement. Ouais. Moi, Oui, un euphémisme. j'aime pas trop le terme d'assainissement. Voilà, c'est de l'abattage pur et simple. C'est Euh, une hécatombe, on va dire. une Oui. hécatombe. Un massacre. Et Oui, un massacre. Voilà, il on, faut utiliser les mots, parce que sinon, si on commence à employer des mots un peu édulcorés, on n'a pas idée de la réalité des choses. Moi, je veux que nos auditeurs se rendent compte de la réalité des choses. Donc, on va utiliser les mots, ce massacre, oui. ouais, tout à fait. Au niveau de chaque commune, dans chaque mairie, tous les ans, il y a des commémorations pour les gens qui ont donné leur vie. Là, aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça non plus en France en 2025 pour des animaux. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait des programmes de recherche sur cette maladie, de mieux la comprendre, d'avoir des tests beaucoup plus fiables. Euh, alors on peut pas reprocher quand même au service vétérinaire une chose, c'est de faire plusieurs tests pour aller vraiment identifier la maladie. Simplement, on se rend compte que ben, ces tests n'ont pas une fiabilité euh, certaine. Donc Oui, c'est voilà. le moins qu'on puisse dire. Oui. Voilà, Oui, donc c'est ça. voilà. On le voit, moi j'ai eu un retest, on a fait, au lieu de faire une comparative pour rechercher de la bière et de la tuberculose, on a eu une intradermique simple. Donc beaucoup d'animaux ont réagi par rapport à la tuberculose aviaire et dans les protocoles d'assainissement, enfin d'abattage sélectif, on fait, alors les deux sont proposés, mais je pense que pour aller plus vite vers l'abattage total, on fait une intradermique simple et tous les animaux qui réagissent, on les abat. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous demandez, là, finalement? Un, qui ait plus de recherches sur cette maladie. À mon avis, ils savent à peu près Oui. de quoi ils Je pense retournent. qu'il faudrait des nouveaux tests. Il faut améliorer les Voilà. tests. Il faut avoir des nouveaux tests. Et puis, il faut arrêter donc les abattages totaux, quitte à isoler les animaux malades.
Voilà, Faire des tests de nouvelles prophylaxies, attendre quelques mois et refaire une prophylaxie complète, voilà, une comparative, et ne pas refaire des tests type interférons ou autres qui sont pas fiables. Nous, on a eu des interférons qui se sont révélés positifs, alors qu'on a eu juste un passage de FCO. Donc, en fait, les tests sont pas fiables à 100%. Il y a beaucoup de faux positifs. Il suffit que vos vaches, elles aient eu une maladie qui soit passée entre-temps, ça va faire réagir à certains tests. Donc, non, il faut des nouveaux tests. voilà. Il faut isoler les animaux malades. Et pourquoi on abat systématiquement les animaux dès qu'on a suspicion qu'ils sont malades? Non, il faut les isoler d'abord, retester et faire abattre que quand on est vraiment sûr que ces animaux soient malades. Exactement. C'est pas Exact. possible. C'est pas possible de continuer d'abattre des bovins comme ça constamment. Il faut évoluer un peu. Pourquoi pas faire un vaccin? Et pourquoi pas mettre en place Depuis le la temps que la vaccination? tuberculose existe, il n'y a toujours pas. Oui, alors si c'est un vaccin comme le Voilà, c'est BCG là ça. qu'on Voilà. avait, je veux Ouais. bien, mais s'il y a de l'ARN C'est messager ça. dedans, Il y aïe a aïe ça aïe. aussi. Bon. On On est est partagé partagé, un peu, c'est mais nous, on essaie compliqué de trouver des solutions pour on essaye éviter Et oui, je qu'ils comprends. abattent des bovins. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit trop demandeur parce Voilà. qu'on risque de nous C'est ça. proposer une mauvaise solution. C'est Et ça. voilà, c'est ça, c'est Voilà, ça. c'est C'est ça qui ça. est Donc, on Oui, compliqué. ne sait pas oui, trop, en fait. On l'a vécu avec le Covid où les Mm. gens sont restés tellement enfermés tellement longtemps que dès qu'on leur a dit il y a un vaccin Voilà, ils disponible, ont été directs. ils ont été en courant. c'est ça. Hein. Mais alors du coup, concrètement, là, dans l'immédiat, vous demandez aux autorités, et d'une, de faire, de refaire les tests, d'isoler les vaches qui soi-disant sont malades, et les autres, de les retester régulièrement pour voir. Alors après, bon, Exactement. voilà, avec Exactement. des intradermiques, là, enfin Oui, des sous-cutanés, des sous-cutanés. intradermo tuberculination en Voilà, comparatif. C'est un comparatif. Voilà, en le comparatif, premier. pas en simple. Voilà, pas le second, le premier test. D'accord. Et donc de vous laisser vos troupeaux, mais c'est la Mais c'est moindre des ça. Mais c'est choses. surtout, il faut arrêter. Moi, je pense que la priorité, c'est d'arrêter d'abattre les troupeaux de Voilà, mortalité seulement pour un animal ou deux bovins malades. Là, il faut voilà. arrêter parce qu'on est en train de vider les Il y campagnes. a, il y a- Quand on contacte, moi j'avais contacté un vendeur de Bretagne, Normandie, je sais plus où, qui devait faire un rechargement sur une ferme parce que l'élevage avait perdu 500 animaux à cause d'un cas positif. Voilà. Et voilà. Et mais Voilà. j'ai vu qu'en Normandie, il y avait eu un troupeau de 305 bêtes abattues pour une bête Oui. positive. Et Ah, après, on avait Mais découvert que finalement, elle ne l'était pas. vas-y. Ouais. ouais, nous on est en contact avec des éleveurs du Calvados qui nous disaient la même chose et tous leurs troupeaux ont été abattus. Mais après, il y a des répercussions, c'est ça aussi. C'est ça. Ils se rendent pas compte de la répercussion sur les éleveurs. Oui. Il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect psychologique après. C'était de ça que je... Oui, mais bien sûr, psychologie, évidemment, évidemment. Mais je voulais vous parler, merci Amandine d'en parler, je voulais vous parler justement de cet aspect financier, parce que, bon, il y a des indemnités, mais apparemment, d'abord, elles sont très insuffisantes, elles ne permettent pas de retrouver le troupeau que vous aviez avant, et ensuite, elles arrivent très, très, très lentement, très tard, quoi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu, là, ce que vous en savez? Est-ce que vous en Ouais. savez quelque Alors, chose? ben, écoutez, moi, parce que j'ai eu l'expertise, donc effectivement, c'est assez flou. Il faut reprendre le même nombre d'animaux. La compensation, enfin, qui est versée par les services de l'État, déjà, on n'arrive pas vraiment au prix du marché actuel. On ne sait pas. Et en fait, on a un On peu est en de... dessous. Voilà. Et en fait, c'est soumis cette expertise à la validation par les services de la DGAL qui vous donneront une réponse dans 6 à 8 mois. C'est-à-dire que vous devez faire partir vos animaux en ne sachant absolument pas du tout ce que Mm. vous allez toucher sur le court terme par la vente des animaux. D'accord, Ouais. Et en plus de ça, au niveau des aides de l'État, ce que vous allez percevoir. C'est-à-dire que c'est un petit peu la double peine. Si vous prenez pas assez d'animaux, vous perdez de l'argent. Si vous en prenez trop, ben, vous serez d'accord, déficitaire aussi. d'accord. Ah C'est- oui, En fait, l'indemnité est soumise à plein de conditions différentes. Il y a une oui, condition de repeuplement à l'identique, donc on risque de perdre une partie de l'indemnité si on ne repeuple pas à l'identique. Et il y a la partie ben, indemnisation qui est quand même soumise à l'impôt. Il faut savoir que déjà, on a du mal à avoir l'indemnisation, mais après, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est quand même des choses qui sont incroyables pour un éleveur. Déjà que vous ne savez pas, vos animaux vont partir. Vous ne savez pas le prix qu'ils vont partir.
Déjà, on a une double, voire une triple peine, hein. On Mm. a des animaux qui partent, on ne sait pas à quel prix ils vont partir. Ils vont décider, donc ça monte à l'organisme, donc à Paris, la DGAL. Donc après, ça, ils mettent un temps fou à vous répondre. On vous envoie l'expertise, le montant de l'expertise, mais en fait, vos animaux sont déjà abattus depuis un petit moment. Et Oui, en oui. fait, à partir du moment où vous avez l'expertise, c'est pas à partir de ce jour-là que vous aurez l'indemnité. On ne sait pas en fait quand on percevra la partie indemnité de la D'accord. partie d'État. C'est-à-dire, ça laisse suffisamment de temps pour que l'éleveur se dégoûte, se déprime et arrête tout, quoi. En Voilà, gros. j'ai pas envie justement Ouais. de repeupler son troupeau. Voilà. Bon, on va pas dire que c'est intentionnel, parce que bon, on serait complotiste de dire ça, donc on ne le dira pas. Non, Mais, mais mais voilà, enfin, quand vous travaillez avec n'importe quel professionnel, vous demandez un devis, vous demandez les délais, C'est on bien ça. vous sûr. fait un devis, voilà, on vous donne les chiffres carte sur table. Mm. Là, il n'y a Mm. que dans le domaine agricole, où vous ne savez pas combien vous allez vendre vos animaux, Mm. vous ne savez pas combien vous allez payer, ni quand. Voilà. Mais oui, 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 oui. Et puis en plus, si j'ai bien compris, on ne peut pas retrouver un troupeau comme ça d'un seul coup. C'est 3 bêtes par-ci, 10 bêtes par-là. Et on n'est même pas sûr qu'elles s'entendent bien entre elles. On n'est Ouais. même pas sûr qu'elles s'adaptent aux nouvelles conditions de vie. Et Voilà, donc donc, on peut avoir une augmentation après par la suite des frais vétérinaires, on peut Ouais. avoir des animaux dans les lots qui ne conviennent pas parce que ils sont dangereux, donc C'est ça. on va les éliminer. tout à fait. Donc voilà, c'est un travail énorme Ben oui. à refaire. Mm. Ben Bien oui, sûr. parce qu'on C'est récupère des animaux qu'on ne connaît pas, on a l'habitude de travailler avec nos animaux, on les a habitués, On les a tous élevés. voilà, on les a tous élevés. Donc c'est très compliqué de savoir qu'elles vont partir, qu'il va falloir trouver un autre troupeau, euh, des animaux qu'il va falloir habituer, pareil, hein. Donc ça va être très très compliqué, très très compliqué. Surtout que vous avez travaillé, vu que ça reste dans la famille, dans l'exploitation, vous avez travaillé à créer des souches résistantes, quoi. C'est ça. Euh, Serge m'expliquait qu'il faisait venir un taureau du Limousin pour éviter qu'il y ait de la consanguinité, mais que quand même c'était la même race et que du coup, Mm. voilà, les vaches étaient beaucoup plus résistantes, beaucoup plus résilientes, quoi. Hein, puisque pour utiliser un mot à la mode, résiliente, hein, voilà, Non, mais de toute façon, les animaux, quand ils sont habitués dehors, ils sont forcément plus résistants. Les animaux, quand ils sont en plein air, ils sont beaucoup plus résistants c'est à ça. toute maladie. Nous, les animaux, ils sont 365 jours de l'année en extérieur, hein. Ils ont des bâtiments pour s'abriter, mais ils sont 365 jours de l'année en extérieur. C'est ça, ben oui. Donc, alors, moi, je vais revenir sur cette idée-là que la France a peur de perdre son taux d'incidence là et donc de perdre son statut indemne de tuberculose parce qu'en fait, on découvre que la France exporte de la viande alors que, en fait, la demande en France n'est pas satisfaite, hein. Je veux dire, la production totale de viande, alors j'avais les chiffres, mais là, je n'ai pas eu le temps de les rechercher, n'est pas du tout satisfaite. Et donc, normalement, on devrait garder la viande produite en France pour satisfaire la demande des consommateurs français. Or, on l'exporte parce que c'est de la bonne viande. Alors, je ne sais pas, peut-être c'est très recherché chez les riches étrangers, mais mais par contre, on veut nous imposer de manger de la viande d'importation, parce que là, avec le Mercosur, il va entrer des dizaines de milliers de tonnes de viande de ces vaches qui sont élevées dans des élevages avec plusieurs étages, là où elles sont serrées comme des sardines. On va manger de la viande frelatée, où il y a des hormones de croissance, plein d'antibiotiques qui sont interdits ici, plein de produits dans la nourriture qui sont interdits ici. Donc, même pour le consommateur, là, j'aimerais bien que nos auditeurs comprennent que on exporte la bonne viande française, mais on importe et on veut nous contraindre à importer cette viande-là qui est frelatée. Donc là, il y a quand même quelque chose qui nous échappe, qui est quand même anormal et qui justifie qu'on veuille défendre bec et ongle nos élevages parce que ça nous paraît primordial et moi, c'est vraiment mon combat, hein. Bon, et voilà. Alors en plus, il y a des nouveaux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a le Mercosur qui va être une véritable catastrophe, hein, parce que c'est une concurrence déloyale, hein. Ils n'ont pas les mêmes contraintes à la fois sociales, il n'y a pas les cotisations sociales et tout ça, il n'y a pas les contraintes environnementales, les normes sanitaires et tout ça. Donc déjà, on va avoir dans l'assiette une viande dangereuse pour notre santé. Mais en plus,
qui va faire une concurrence déloyale à nos éleveurs et qui va précipiter leur chute. Donc ça, déjà, pour nous, c'est inadmissible, quoi. Parce que, en fait, c'est cette mondialisation des échanges qui fait que, bon, ça tue nos troupeaux, ça tue nos éleveurs, parce que malheureusement, il y en a qui se suicident aussi, hein. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas ça parce il y a toujours de l'espoir et voilà. Et puis nous, on tient à garder nos éleveurs, hein. Voilà. Désolée de parler aussi crûment, mais c'est là qu'on en est arrivé quand même. C'est une réalité, hein. C'est une C'est réalité. une Mais réalité. oui, C'est clair, les hein. réalités, il faut toujours en parler quand même, hein. Il ne faut pas les cacher, hein. Et puis, ça détruit notre qualité alimentaire. Je ne sais pas si vous savez qu'on veut nous faire manger des viandes de laboratoire. Ah oui, Si, oui. si, bah, il y a eu une émission il n'y a pas très Ouais. longtemps là-dessus. Bon, Ouais. voilà. Et ça nous fait perdre notre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que quand la France n'aura plus d'éleveurs, on sera dépendant des importations et on pourra faire jouer l'arme alimentaire, c'est-à-dire que on pourra dire ben non, on stoppe les importations et du coup, si vous n'êtes pas assez comment dire, et que vous n'exécutez pas les ordres qui vous sont donnés, si vous n'êtes pas assez docile, eh bien, on peut vous couper l'aide alimentaire. Vous avez vu, maintenant, on prend l'habitude de faire des sanctions contre des pays, quoi, hein. Eh oui. Mais c'est Ouais. grave, ça, des sanctions contre un pays qui est souverain, qui est, bon, voilà. Même Et dans les accords du Mercosur, bon, on travaille avec des pays étrangers qui n'ont pas le même niveau Oui. social que le nôtre. c'est Et ça. on sait bien que dès qu'un pays a un niveau social qui augmente, il consomme plus. Voilà. Voilà. Il va manger beaucoup plus de viande, il va se faire plaisir. Et donc, à un moment donné, ben, ce système d'échange commercial, ben, il aura des limites. Et ces pays ils diront, ben, non, nous, on garde notre viande Eh parce oui. qu'on la valorise mieux chez nous que chez vous. Oui, oui, mais il y a des contradictions évidentes. Seulement, le problème, c'est que bon, ça peut se passer d'ici quelques temps et là, le temps presse. Ça urge quand même, hein, ça urge cette concurrence déloyale. Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle allait signer des accords avec l'Inde. Alors là, l'Inde, Alors là. c'est archi catastrophique, quoi, hein. Voilà, vous imaginez la taille du pays. Donc voilà. Donc nous, je le dis pour nos auditeurs, je le dis et je le répète, nous, dans le programme des Patriotes, bon, on affirme qu'il faut quitter l'Union européenne parce que c'est elle veut nous insérer de force dans cette mondialisation des échanges, qui veut l'abattage des troupeaux, hein, puisqu'elle l'a annoncé clairement. On veut rétablir nos frontières, hein. On veut rétablir des taxes douanières pour taxer les viandes importées, pour les remettre au même niveau et même un peu plus, niveau de prix un peu plus haut que les viandes produites en France, de manière à favoriser nos éleveurs nationaux. Ça, c'est la première des choses. Et on veut établir une priorité absolue dans tous les appels d'offres de l'État, vous savez, les hôpitaux, les cantines scolaires, les maisons de retraite et tout ça. Il y a des appels d'offres. Oui. Donc, il faut une priorité absolue aux produits pas rien que de l'élevage, hein, les légumes, les céréales, tout français et, si possible, de circuit court, quoi, c'est-à-dire le plus proche possible du lieu de consommation pour éviter toute la pollution des camions et de ces navires qui traversent les océans en polluant 100 000 fois plus que ce dont on veut nous faire peur, quoi. Enfin, je veux dire, au nom de cette écologie punitive, qui n'est en fait qu'une escrologie, quoi, en fait, une vaste escroquerie. Voilà. Mais bon, tout cela, évidemment, n'est possible que si la France a une compétence réelle dans le pays et notamment en matière commerciale, hein, parce que pour dénoncer un accord de libre-échange, il faut avoir la compétence commerciale. Or, c'est l'Union européenne qui a la compétence commerciale à 100%. Donc, tous ces gens qui font semblant de s'empailler pour dire, moi, je veux le patriotisme économique, tout ça, alors qu'on sait très bien que c'est l'Union européenne qui décide, en fait, il faut savoir que c'est du pipeau. Mm. Ils ne pourront jamais faire le patriotisme économique et les circuits courts et tout ce que vous voudrez parce que c'est interdit par l'Union européenne. Et que chaque fois que la France dénonce ça ou qu'elle essaie de faire du patriotisme économique, elle a des sanctions, Eh oui. des amendes, elle paye des amendes. Voilà. Donc, ça ne sera possible tout ça que si on quitte l'Union européenne et qu'on retrouve notre souveraineté pour lancer un grand plan de sauvegarde de l'agriculture, et le plus tôt serait le mieux.
pour, eh bien, pour avoir des aides ciblées sur les petites exploitations familiales, puisque ça aussi, c'est notre programme. On ne voit pas pourquoi il faut donner des aides. Les aides de la PAC, elles vont principalement aux grandes exploitations comment dire, de la région parisienne, là où il y a des centaines et des centaines d'hectares qui appartiennent à des firmes agroalimentaires et même à des rois et à des princes et tout ça. Donc tout ça, nous, on pense que non, qu'il faut rétablir toutes les aides pour les petites exploitations familiales. Et voilà, et bien entendu, les patriotes mettront un terme définitif à cet abattage massif de troupeaux, à moins qu'il y ait des grosses épidémies et qu'il y ait des preuves effectives qu'ils soient contaminés et qu'il y ait un danger réel. Quand on regarde le nombre d'animaux, parce que bon, on teste les animaux à l'instant T, quand on regarde le nombre d'animaux qui sont abattus, on découvre, il y a très peu de découvertes en abattoir. Oui, Voilà. Ça arrive, hein, Mm. c'est très rare. mais c'est très rare. Mm. C'est Donc, vraiment ça veut dire qu'avant, les tests ont permis de détecter les seuls cas, comment dire, potentiels. potentiel, ou après, ce sont des animaux qui étaient en engraissement, donc ils n'ont pas été testés pendant une période, pendant par exemple une période de prophylaxie, ça peut arriver. D'accord. Est-ce que vous auriez un mot? Alors, je répète pour nos auditeurs que ce que je dis sur le programme des Patriotes n'engage que les Patriotes et absolument pas nos invités, qui ne sont là que pour témoigner de ce massacre et comment dire, de cette épreuve abominable qu'on leur impose, parce que honnêtement, je trouve que c'est indigne, mais vraiment indigne d'une société civilisée même, hein, je dirais, et c'est indigne de la France. Donc, ça n'engage que nous, patriotes, et absolument pas mes trois invités. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, un petit message personnel ou quelque chose dont on aurait oublié de parler? Rejoindre ce que vous venez de dire, c'est aussi finalement tout le travail qu'ont fait des générations Mm. d'agriculteurs, avec un petit peu leur chauvinisme, ils avaient tous la meilleure race de vache. Et finalement, ils permettent aujourd'hui aux Français d'avoir une diversité de produits laitiers, carnés sur leur table, de vraiment se faire plaisir et de bien manger. Et on n'accepte pas aujourd'hui la façon dont on traite ce sujet et où on sent qu'on méprise vraiment Mm. tout ce travail qui a été fait, cette tradition, et C'est ça. quelque chose qui devrait être inscrit au patrimoine national de la France. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on devrait inscrire les terroirs, avec les terroirs, les vaches limousines, avec tel ou tel fromage et tout ça. Mais justement, c'est dans le plan de l'Union européenne de supprimer les appellations. Oh, ils ont déjà supprimé les AOC, mais il y a des IGP, je crois, maintenant. C'est dans leur programme de supprimer tout ça, parce qu'en fait, ils veulent supprimer même l'étiquetage de la provenance de la viande, de l'origine, et de la viande et de tout le reste, hein. Donc, bon, ils ne l'ont pas encore fait, ils l'ont tenté, hein. Ils ont tenté contre les fromages, là, vous vous souvenez peut-être, contre les fromages à pâte crue, bon, etc. Ils ont essayé de trouver des choses. Il y a eu une levée de bouclier, ils n'ont pas pu le faire, mais c'est quand même dans les tiroirs. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça serait une excellente idée d'inscrire tout ça au patrimoine nationale voilà, de la France, quoi, hein. Toutes ces productions locales qui sont merveilleuses avec des bonnes viandes, des bons Mm. laits, des bons fromages. Ah oui, en parlant de lait, il faudrait quand même rajouter pour nos auditeurs que tous les laits qu'ils achètent ils sont pasteurisés. Oui. Bon, vous, ce ne sont pas des élevages laitiers, mais pour les élevages laitiers, il n'y a pas de risque de contagion à partir du moment où le lait est pasteurisé. Mais non, c'est pour ça qu'ils sont tous pasteurisés, justement, pour éviter qu'il y ait le moindre souci. C'est ça. Donc, vous pouvez en toute confiance continuer à manger les viandes françaises, mais par contre, regardez bien sur l'étiquette que ça soit Oui, de la vraie vache française. Alors, Parce que, c'est ça. C'est parce que, ça- exactement ça. parce que, bon, ce on veut nous importer, là, c'est pas terrible. Bon, ben, écoutez, si vous n'avez rien d'autre à dire, hein, non? Ben non, je dirais juste que ben oui, il faut essayer de sauver le peu de paysans qui va rester, le peu d'éleveurs qui va rester dans les campagnes parce que je pense que les années qui arrivent vont être difficiles. Alors, je dirais juste qu'il faut sauver les paysans.
C'est ça. Et Merci. sauver les petits paysans. Sauver les petits paysans, c'est très exactement ça. Merci Amandine, tu as vraiment trouvé le mot de la fin parce que c'est une urgence, c'est notre priorité et c'est vraiment, il faut que chacun réfléchisse à ce qui va se passer si nos paysans disparaissent, quoi. Ça serait gravissime. C'est déjà en ce moment gravissime pour eux parce qu'ils vivent une détresse incomparable, mais ça sera gravissime pour nous aussi et puis il faut penser aux générations futures, Mm. nos enfants, petits-enfants qui eux, auront à manger quoi, des viandes de laboratoire ou des viandes importées. Donc, il faut qu'ils défendez les élevages français, les petits élevages français, les exploitations familiales. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie tous les trois. Je vous souhaite vraiment bon courage. On est avec vous. Tenez-nous au courant de la suite. Bien sûr, pas de Et souci. j'espère de tout cœur que vous obtiendrez là, de sauver votre troupeau, de faire des prophylaxies régulièrement et que finalement le troupeau subsistera. Voilà. Je, je pense beaucoup à vous et tenez-moi informés, tenez-nous informés. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Merci beaucoup. d'avoir accepté de témoigner. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, bon Bonne courage. Bonne soirée. soirée. J'ai vu votre beau t-shirt là. Oui, Ah, vous voulez le... ah oui, oui, oui.